Donc quelques mots d'introduction, je ne vais pas être très longue pour laisser la parole à Ligue et aux organisatrices. Bienvenue donc à tous. Cette journée se fait sous les auspices de différentes institutions. La Monnaie de Paris, dont je suis directrice, qui nous accueille. Je remercie Stéphanie Molina d'avoir organisé cette journée, en collaboration avec l'association EWER, dont je suis aussi présidente, et qui, depuis maintenant quelques mois, organise des événements ici à la Monnaie de Paris, qui tournent autour de la question du genre. On en a organisé un certain nombre au moment de l'exposition de Grayson Perry, autour du travail de l'artiste sur le masculin et donc le féminin, par ricochet. Donc on essaye d'être un lieu où le genre est pensé, plutôt autour de l'art jusqu'ici, mais à l'occasion de l'exposition Thomas Chouteux, on s'est dit que ce serait bien d'étendre ce questionnement vers un domaine qui nous est moins connu, qui est l'architecture. Comment les femmes se sont appropriées ce domaine, ont-elles été reconnues ou pas, quelles ont été leurs difficultés. Et je pense qu'on va avoir une très très belle journée, assez unique, puisqu'elle sera émaillée de discours venant de plein d'univers différents. Évidemment des écoles d'architecture, mais aussi des associations. Qu'est-ce que j'ai vu des lieux d'exposition, le ministère de la Culture, une fondation aussi. Donc des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ce domaine avec des points de vue extrêmement différents, et je pense que cette diversité de points de vue va nourrir de manière très sensible les débats. Je suis ravie de co-organiser cet événement avec notre voisin et collègue, l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Je remercie Bérénice Gossuin de l'avoir organisé, ainsi que Stéphanie Dadour, que je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer. Je remercie l'équipe WER d'avoir organisé cette belle journée, et je me réjouis je dois dire, de vous écouter. Je ne vais pas pouvoir assister absolument à toutes les interventions, mais en lisant la liste et les sujets, j'ai vraiment l'impression que je vais découvrir un continent qui n'a pas encore été vraiment défriché. Et donc c'est avec beaucoup de curiosité et d'impatience que je vais vous écouter. Merci encore. Madame la directrice, chère Camille Moïneau, merci beaucoup déjà de nous accueillir ici tous. Simplement, donc en effet, je vais devoir partir, ce n'était pas du tout prévu. On avait calé cette journée en fonction d'une autre journée importante pour notamment les personnes qui ont organisé cette journée de débat, puisque ça concerne un des laboratoires de l'école qui est en l'occurrence auditionné par la CRS aujourd'hui, et j'ai été convoqué pour y aller. Je ne peux pas faire autrement, je suis désolé. Mais dire simplement que je me réjouis de voir évidemment du monde autour de cette question, malheureusement comme toujours pas beaucoup d'hommes. Mais bon, ça va venir. Je suis un peu seul et c'est un peu dommage. Mais surtout, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que nous sommes une école en effet voisine, et c'est une école qui souhaite et qui s'est toujours présentée comme l'école des métiers d'architecture. Donc une école ouverte sur la profession et donc sur le monde et sur la science. Et il me semblait important, en arrivant il y a 2 ans, qu'on soit ouvert également, on pourrait commencer par être ouvert sur nos voisins. C'est vrai qu'on s'était dit dans ce texte. Ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse tisser des partenariats et des contacts avec ceux qui font également la culture, mais pas uniquement la culture, l'enseignement, dans le quartier et dans ce quartier du centre de Paris. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On fait partie donc d'un ensemble de choses qui sont co-organisées entre les 2 établissements. Mais celui-ci, ce qui est un peu plus particulier, c'est qu'en effet, il y a un 3e partenaire important, WER et l'UNIT Camille, en présidente, qui avait d'ailleurs une actualité lundi, bravo pour le remise de prix magnifique lundi au ministère, sur ces questions du genre en architecture. Donc, évidemment, c'est un point très fort qui est connu. Je tiens à rappeler également que pour l'école, nous étions, parce que ça me tient vraiment à cœur, nous étions la première école à mettre en place l'année dernière une charte égalité femmes-hommes avec les services du ministère, Agnès Salle, charte qui depuis a été reprise dans plusieurs écoles. Et donc ça grâce également à toutes les équipes qui ont participé.
Et pour aujourd'hui en particulier, je tenais en effet à remercier encore Bérénice Gosselin pour son engagement, et donc en lien avec les autres chercheurs de l'école ou d'autres écoles d'architecture, parce que vous n'étiez pas seul. Il y a également, on a parlé de Stéphanie Dadour, qui va encore arriver, Fanny Lopez, qui va arriver également dans le même laboratoire, même si elle enseigne dans une autre école. Ça montre aussi le côté transversal aussi des chercheurs en architecture. Et puis également Anne-Marie Châtelet, par exemple. Je pense qu'il y en a d'autres. Voilà, vous n'avez pas vu, voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mais je voulais replacer simplement le contexte de cette question, pourquoi elle est importante pour l'école Paris-Malaquais, et comment ce partenariat simplement a été mis en place. Je vous souhaite une bonne journée, je donne la parole tout de suite à Bérénice pour qu'elle nous détaille le programme de la journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis très heureuse d'introduire cette journée. Évidemment, comme le veut l'usage, ça doit commencer par des remerciements, et c'est un usage auquel je me plie avec beaucoup de plaisir aujourd'hui et d'enthousiasme, parce que les personnes que je souhaite remercier ont contribué à l'élaboration de cette journée qui me tient vraiment beaucoup à cœur, comme un certain nombre d'entre vous l'auront compris, et ils y ont participé avec beaucoup d'énergie et de bienveillance. Alors tout d'abord, je dois remercier l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, où j'enseigne. Je remercie Luc Lioger, son directeur, qui vient d'introduire cette journée. Je remercie aussi particulièrement chaleureusement François Parrain, Véronique Trine-Muller, Sophie Cotard, Caroline Arquevaux et Bruno Weiss qui est en train de capter cette journée. Et ce programme, vous l'avez compris, il s'est bâti en partenariat avec 3 institutions, donc l'ENSA Paris-Malaquais, le 11 Conti, Monet de Paris et l'association Aware. Et évidemment, je remercie pour sa présence aujourd'hui et son introduction Camille Morino à double titre, donc à la fois pour la Monnaie de Paris et pour l'association Aware. Et c'est pour moi un très grand plaisir de l'avoir parmi nous aujourd'hui et de voir l'intérêt qu'elle montre pour nos débats que l'on va ouvrir aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement Stéphanie Molinard et Anna Alkema, donc qui, chacune dans leurs équipes respectives, ont participé et ont été un soutien et un secours pour l'organisation de cette journée. Je remercie bien sûr toutes les intervenantes et intervenants qui vont parler aujourd'hui pour leur enthousiasme également face à ce projet, et je remercie particulièrement Stéphanie Dadour, avec qui j'ai la joie de partager la maternité de ce programme. Enfin, je vous remercie toutes et tous d'être là aujourd'hui pour écouter leur expertise sur le thème du jour, c'est-à-dire les espaces architecturaux urbains et leur lecture et conception genrée dans un temps historique comme contemporain. Alors, cette journée a d'abord un titre: Pas de politique, pas de chien, pas de femme. Alors c'est un titre qui a fait rire, sourire, réagir, avec ironie parfois, intriguer et parfois même un peu agacer. Et en fait, la formule complète, je me devais de l'expliquer ce matin, la formule complète telle qu'elle est restituée par Isabelle Comte dans son article intitulé « Les femmes et la culture d'atelier à l'école des beaux-arts » dans le numéro 35 de la revue des livraisons d'histoire de l'architecture que nous présenterons Arlette Auduc et Anne-Marie Châtelet dans quelques minutes. La formule complète dit donc ceci: pas de religion, pas de politique, pas de chien, pas de femme. Donc j'ai enlevé simplement la religion pour que ce soit un petit peu plus court comme titre. Cette formule vient de l'école des beaux-arts où se déroule l'enseignement de l'architecture jusqu'en mai 1968. Et au-delà de l'exclusion des femmes du système, elle a pour objectif d'avertir les élèves des ateliers qui ensemble forment une sorte de tribu, que les questions soulevées par la formule sont susceptibles de fragiliser la cohésion de cette tribu. Cette formule a perduré, même après 1968, et elle m'a été directement rapportée par la directrice de l'unité pédagogique d'architecture numéro 2, et je la cite, elle me dit « Je suis arrivée en 1976 dans une école qui était une réunion d'atelier qui résistait à la réforme et dont la devise était « À l'atelier, pas de politique, pas de femme, pas de chien ». Ça a été mon introduction. Voilà, fin de citation. C'est donc le titre de notre journée pour ancrer notre débat dans une discipline où le folklore a longtemps exclu les unes et les autres. Car ce qui va nous occuper toute la journée, ce sont bien les enjeux des approches genrées de l'architecture et de l'urbanisme. L'ambition étant de poser un débat, car il s'agit bien d'une journée débat, et je reviendrai un petit peu là-dessus sur les règles du jeu à la fin de ma présentation,
de présences alternatives dans des disciplines longtemps réservées aux hommes. Les femmes, longtemps exclues, sont aujourd'hui beaucoup plus représentées. Chez les étudiantes, elles représentent un peu plus de 60% de la promotion actuelle de première année à l'ENSA Paris-Malaquais. C'est une petite statistique que j'ai faite moi-même, mais j'imagine qu'on a ce genre de statistiques tout à fait vérifiées à l'école. Et dans la profession, au début de l'année 2018, elles représentent 29% des inscrites à l'Ordre des architectes au niveau national, et 46% d'entre elles ont moins de 34 ans, avec également de grandes disparités territoriales. Et ces chiffres viennent directement du Conseil national de l'Ordre des architectes. À l'échelle de l'histoire, comme dans d'autres domaines, elles ont eu accès aux études et à la pratique tardivement. Même si on constate un phénomène de rattrapage ces dernières années, comme dans d'autres domaines également d'ailleurs, les femmes ont été et sont toujours invisibilisées. L'hymne des femmes, que l'on chante dans les manifestations féministes, dit « Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». Alors la mémoire. La cariatide de l'affiche, l'ange du bizarre, comme l'appelle Agnès Varda, l'autrice du film Les Dites Cariatides, la cariatide dont voici le récit des origines par Vitruve. Je cite. « Les habitants de Carie, qui est une ville du Péloponnèse, se joignirent autrefois avec les Perses, qui faisaient la guerre aux autres peuples de la Grèce. Les Grecs, ayant par leur victoire glorieusement mis fin à cette guerre, la déclarèrent ensuite d'un commun accord aux Cariates. Après avoir pris et ruiné leur ville et passé tous les hommes au fil de l'épée, ils emmenèrent leurs femmes en captivité, sans leur permettre de quitter les robes qui indiquaient leur qualité, ni leurs ornements accoutumés, afin que non seulement elles fussent une fois menées en triomphe, mais qu'elles eussent la honte de s'y voir en quelque façon menées ignominieusement toute leur vie, et qu'elles portassent ainsi la peine que leur ville avait méritée. Or, pour laisser un exemple éternel de la punition que l'on avait fait souffrir aux Cariates, et pour apprendre à la postérité quel avait été leur châtiment, les architectes de ce temps-là mirent, au lieu de colonnes, ces sortes de statues aux édifices publics. Vitruve toujours, pour qui l'ordre dorique représente la force, la beauté, je cite, la simplicité nue et négligée du corps de l'homme, l'ordre ionique qui en reprend les proportions en y ajoutant, je cite encore, la délicatesse du corps d'une femme, et l'ordre corinthien représente, je cite à nouveau, la délicatesse d'une jeune fille à qui l'âge rend la taille plus dégagée et susceptible de recevoir les ornements qui peuvent augmenter sa beauté naturelle. Fille du dorique et du ionique, la jeune fille corinthienne n'a d'original que son chapiteau. Le fût de sa colonne lui vient de sa mère, comme sa frise ornée de sculptures, alors que les mutules de sa corniche viennent de son père. Et Vitruve nous dit de nouveau, des deux ordres, on a donc formé un troisième, n'ayant que le chapiteau qui lui appartienne. Et je renvoie ici aux travaux également d'Yves Pauwels, notamment dans son article publié dans LHA, qui revient sur cette conception des ordres, une conception antique qui est reprise à la Renaissance. Dans l'histoire de l'architecture, le corps des femmes est utilisé comme un élément porteur de la construction, incarnant des stéréotypes de genre ou portant le fardeau de la punition. Le travail de l'artiste Shannon Booll jette un regard critique, sans concession, sur le travail des architectes du mouvement moderne, et en particulier Le Corbusier. Dans ses bombshells qu'elle élabore en 2018, elle superpose les cartes postales érotiques rapportées par l'architecte des bordels de la Casbah d'Alger et le plan obus de la même ville qu'il a dessiné. Dans Maison locative Ponsic, toujours en 2018, elle superpose dans une tapisserie les coupes de Le Corbusier et les couples saphiques, toujours issus des cartes postales érotiques que l'architecte redessinait. Les corps féminins immenses menacent l'architecture et le désormais petit homme modulore. Elles restent néanmoins réifiées par le champ visuel de l'homme et le motif de tapis qui remplit leur corps. Et je signale que les œuvres de Shannon Booll sont actuellement exposées au Centre culturel canadien à Paris jusqu'au 5 avril et qu'il y aura une conférence lundi prochain, le 25 mars, de Christelle Tarot et Zineb Selik qui parlera de domination coloniale et contraintes architecturales à partir de l'œuvre de Shannon Booll. Françoise Héritier a démontré dans ses travaux que la domination du corps des femmes par les hommes s'expliquait par leur capacité à procréer. Maîtriser le corps des femmes, c'est maîtriser sa propre reproduction. C'est sur l'idée, depuis longtemps démentie, que cette capacité de procréation absorberait tout le potentiel créatif des femmes, que les femmes ont été exclues des disciplines créatives dont l'architecture fait partie.
L'histoire des femmes en architecture est en train de se faire, révélant des femmes ordinaires ou héroïques, toujours actrices de la construction du cadre bâti. Recomposer la mémoire, il en sera question, aujourd'hui, car bien que souvent réduites à des rôles secondaires, elles ont pourtant bien construit au même titre que les hommes. Julia Morgan, Charlotte Perriand, Eileen Gray, Lina Bobardi, Lily Reich, Salma Samar Damlouji, Zaha Hadid et bien d'autres, des figures connues et héroïques de l'histoire et de l'actualité de notre discipline, dont certaines sont présentes dans le numéro 10 de la revue de Criticat publié en 2012, dans un dossier intitulé « Ce que les femmes font à l'architecture ». Dans ce dossier figure notamment un article de Stéphanie Bouis-Ménage, qui va nous parler tout à l'heure, justement, en fin de journée. Et un article de Marie-Jeanne Dumont sur Paulette Barnège, qui, dans les premières décennies du XXe siècle, chercha à faire reconnaître d'un point de vue économique le travail domestique des femmes. Le dossier publie également un texte de Denise Scott-Brown, écrit en 1975 et publié en 1989, où elle décrypte par sa propre expérience le sexisme du star system, qui résonne avec une récente polémique. En décembre 2018, l'INARCH, Istituto Nazionale di Architettura, décerne son prix à l'architecte italien Massimiliano Fuksas, oubliant son associée et épouse, Doriana Fuksas. Une pétition est lancée à l'initiative du groupe rebelle Architecte et VO Architects, Voice of Women, réclamant une reconnaissance équitable du travail de Doriana et Massimiliano dans la production du studio Fuksas. Le texte indique que les femmes sont majoritaires dans le monde et de plus en plus présentes en architecture, pourtant elles ne sont pas reconnues à égalité. La pétition est signée par Massimiliano Fuksas lui-même, Rem Koolhaas, Beatrice Colomina ou Denise Scott-Brown, entre autres. La reconnaissance des femmes a fait étant chemin, mais le combat est toujours d'actualité, comme le souligne Valérie Didlon dans son article publié dans Criticat. En effet, malgré des réflexes conditionnés par le patriarcat, l'ère post-MeToo incite les femmes à parler du sexisme qu'elles subissent et à se regrouper pour faire front commun. Il y a les stars architectes, mais les autres, les moins connus, démontrant que dans tous les interstices, les femmes ont été et sont présentes. Nous entendrons ce matin Sarah Ferrieux-Rubin, qui nous parlera de Simone Galpin, qui participa à la création de la revue L'Homme et l'Architecte et en fut la rédactrice principale avec André Wojcinski. Ce travail de recherche a été effectué sous la direction de Marie-Jeanne Dumont, qui dirige en ce moment également la recherche d'Alix Blanchard sur Flora Rucha-Roncati, architecte praticienne et première femme nommée professeure à l'ETH de Zurich en 1985. La même année, c'est cette année-là, 1985, qu'a choisi Milka Bliznakov pour fonder IAWA, International Archive of Women in Architecture, avec notamment l'historienne de l'architecture Susanna Torre, qui dirige la publication de Women in American Architecture en 1977, qui est un livre issu d'une exposition de la Ligue architecturale de New York. Et comme Aware pour les femmes artistes, IAWA a pour objectif de mettre en lumière la mémoire des femmes architectes. Alors, si je souhaitais faire un état de l'art complet des travaux qui ont porté sur les femmes architectes, il me faudra beaucoup plus de temps. Et c'est pourquoi je n'ai choisi que quelques initiatives. Mais il me reste néanmoins à signaler celle récente du réseau MomoWo, réseau de recherche dont le dernier congrès s'est tenu en 2018 à l'École polytechnique de Turin, à l'initiative de Caterina Franchini et Emilia Garda. Et cet événement a regroupé les communications inédites d'environ 150 chercheuses et chercheurs dont l'ambition est, je cite, de partager et de construire un savoir sur le patrimoine matériel et immatériel créé par les femmes depuis 100 ans, dans le but de donner un nouvel élan à ces recherches et aux carrières des femmes en Europe et au-delà. Des femmes architectes donc qui sortent du canon habituel d'un métier dit d'homme. Par leur exercice professionnel, elles bousculent la profession. Mais l'espace, que font-elles à l'espace ? Cette journée a aussi pour objectif de montrer des démarches qui nous éclairent sur les conceptions genrées de notre spatialité quotidienne. Jusqu'à une période récente, peu de femmes avaient accès à l'espace public, à l'espace commun. Les stéréotypes sont ici une nouvelle fois en jeu. Aux hommes, la rue et la place publique, aux femmes, l'espace domestique. Aujourd'hui encore, lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on sort des archétypes du masculin, et même du masculin viril, je dirais, on s'interdit ou craint de fréquenter certains lieux. Cette journée repose donc sur des ambitions multiples. D'abord, valoriser des travaux de recherche à la fois historiques sur des femmes architectes, mais aussi sur des approches sortant des démarches hétéronormées.
Ces recherches mettent en jeu des outils de décatégorisation de la ville et de l'architecture pour concevoir des espaces inclusifs sortant des stéréotypes de genre. À l'ère post-MeToo, j'en parlais déjà tout à l'heure, les lignes bougent et les revendications se font entendre dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. Quelle histoire et quelle mémoire pour ces autres architectes? Quels sont les outils à disposition des architectes et des urbanismes pour dégenrer les espaces? Quelle réponse spatiale proposent les architectes et les urbanistes à la volonté de construire un monde plus inclusif? Comment la profession peut-elle faire la place nécessaire à la pratique et à la reconnaissance de la créativité des femmes au même titre que les hommes? Les femmes, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les queers ont été, sont ou seront victimes de discrimination. Sexisme, lesbophobie, homophobie, biphobie, transphobie, misogynie, discrimination de toutes sortes auxquelles s'ajoute parfois le racisme et la xénophobie. Alors nous, architectes, pouvons-nous continuer à fermer les yeux sur des modalités de production de l'espace dans lequel nous vivons et où les logiques virilistes sont à l'œuvre? Pouvons-nous continuer de transmettre sans recul critique le patrimoine patriarcal? Les impératifs environnementaux nous obligent à penser autrement l'architecture et la ville. Autrement pourrait être aussi plus inclusif pour celles et ceux qui n'ont pas accès à tous les espaces égalitairement. Cette journée propose donc, je l'ai déjà dit, de valoriser des recherches, des publications, des collectifs, des enseignements, ayant en commun la déconstruction des stéréotypes de genre pour nous interroger sur la nécessité de former les architectes de demain à la conception d'espaces inclusifs. Alors la journée se présente en 4 séquences. La première, intitulée « Histoire de femmes architectes », met la mémoire des femmes au centre de l'histoire, répondant au premier couplet de l'hymne des femmes que je citais tout à l'heure. La deuxième séquence s'inscrit dans le présent avec une échelle plus large, celle de la ville et de ses approches genrées, à la fois pour lire la ville existante et pour penser la ville de demain. La troisième séquence revient à une échelle architecturale et propose des interventions qui décatégorisent, grâce notamment à la pensée féministe appliquée à l'architecture. Ces 2 séquences permettront d'aborder des outils de conception inclusif pour la ville et l'architecture, révélant la volonté de mise en crise d'un système de domination masculine des espaces ou comment les gender studies peuvent pénétrer nos disciplines. Elles seront également le lieu d'une critique de la situation actuelle quant à la place de ces approches dans les enseignements des écoles d'architecture. Enfin, la 4e séquence, intitulée « Madame l'architecte », en référence à un Tumblr qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, qui est un petit peu moins maintenant, parce que les Tumblrs sont plus très à la mode, qui racontait avec humour le quotidien de 2 jeunes femmes architectes. D'abord, alors cette partie-là, cette séquence-là, abordera plus spécifiquement la question de la place faite aux femmes dans le monde professionnel. Qu'il s'agisse de l'enseignement ou de la maîtrise d'œuvre, elle reste minoritaire, plus les postes sont élevés et plus les projets sont importants. Comme dans de nombreux autres domaines, les femmes éprouvent des difficultés à percer le plafond de verre. Alors, on a dit que j'ai dit depuis tout à l'heure que c'est une journée débat et simplement quelques règles du jeu pour que, si vous êtes tous d'accord, évidemment. Un temps après chaque séquence sera réservé à un débat avec la salle et donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à prendre la parole. C'est pourquoi je demande évidemment aux intervenantes et intervenants de ne pas trop s'étaler dans leur temps de parole, donc on avait dit 15 à 20 minutes, et évidemment aux modératrices et modérateurs de veiller à ce que ce temps soit bien respecté. Et enfin, un débat ne veut pas dire parler à tort et à travers, et pour qu'il puisse avoir lieu, je demande aux unes et aux autres d'échanger avec bienveillance, de ne pas se couper la parole, de prendre la parole quand on a le micro et évidemment de ne pas mobiliser la parole trop longtemps pour que chacune et chacun puisse avoir la parole dans le temps limité que la journée nous propose aujourd'hui. Donc je vous souhaite à toutes et tous une journée riche et dense et vous remercie pour votre attention. Bien, bonjour. J'ai un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je dois vous avouer que ma petite expérience a fait qu'il y a maintenant de ça une vingtaine d'années, j'avais fait un séminaire à Versailles sur la question des femmes architectes, en découvrant avec stupéfaction que toutes les étudiants et les étudiantes que j'avais en face pensaient qu'il n'y avait pas là une question à débattre. Alors je vois qu'aujourd'hui les choses ont changé et je m'en réjouis. C'est une conscience grandissante qui fait plaisir à voir physiquement. J'ai donc le plaisir de modérer la première de ces sessions qui porte sur l'histoire.
Et donc, elle va s'ouvrir avec une présentation du numéro d'une revue que sans doute vous pourrez consulter et que va présenter donc Arlette Auduc pour ce qui est de la revue, et je compléterai un peu sur le numéro, et ensuite nous passerons à une seconde, deux autres présentations un peu d'une autre nature qui porteront sur deux femmes qui ont été proches de Wojcicki. Donc je demande à Arlette de venir. Bien, bonjour. Alors, on m'a demandé d'intervenir dans cette première séquence avec Anne-Marie parce que pour vous présenter une revue qui s'appelle Livraison d'histoire de l'architecture et dont qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître, en tout cas je l'espère, et qui a consacré l'année dernière à cette époque-ci un de ces numéros qui a été coordonné donc par Anne-Marie, et c'est pour ça que nous allons faire cette présentation et des voix, sur la question des femmes et de l'architecture et du paysage, puisqu'il y a aussi un article concernant le paysage dont l'auteur est Bernadette Blanchon. En fait, pourquoi la question s'est posée, pourquoi ce numéro-là et pourquoi ce numéro-là à ce moment-là. Donc il se trouve que depuis 2 ans, je suis la rédactrice en chef de cette revue, et dont je voulais d'abord vous dire quelques mots. Alors c'est pas le cœur du sujet, mais malgré tout, voilà, je voudrais présenter la revue, et puis peut-être que ça donnera des idées à un certain nombre d'entre vous, des idées d'articles et des idées de publications que nous examinerons avec la plus grande attention. Alors, les livraisons d'histoire de l'architecture, LHA, tout simplement, ont pour objectif de publier des travaux inédits d'étudiants avancés évidemment, et de jeunes chercheurs. La revue a d'ailleurs été créée pour ça. Elle a été créée en 2001 par Jean-Michel Legnaud et Béatrice Pouvier, avec la collaboration d'étudiants, de doctorants, d'étudiants, doctorants ou non, issus de l'école pratique des hautes études, issus de l'école des Chartes, issus de l'école du Louvre, qui avaient tous un problème commun, qui était la difficulté de faire connaître leurs travaux, la difficulté de publier, et je pense que depuis 2001, la situation ne s'est pas arrangée, bien au contraire, et la difficulté qu'ils avaient à être accueillis dans les revues, soit d'histoire de l'art, soit d'histoire de l'architecture, soit d'architecture tout court. Et donc, on s'est dit, je faisais partie de cette petite équipe, si c'est trop difficile de se faire publier dans les revues existantes, eh bien, créons une revue qui, justement, sera destinée à ces jeunes chercheurs. Cette revue a été constituée avec un conseil scientifique qui garantit la qualité des articles, un conseil scientifique de réputation internationale avec des chercheurs aguerris, venant de différents pays d'Europe. La revue est bisannuelle, donc 2 numéros par an, un numéro au mois de juin, un numéro au mois de décembre. Elle publie pour l'essentiel des numéros thématiques dans lesquels sont insérés, le cas échéant, quelques études en varia, et il y a même quelquefois des numéros de varia. Le prochain numéro de décembre 2018, non 19, de décembre 2019 sera un numéro de varia dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. On y trouve aussi des actualités sur la recherche en histoire de l'architecture, des comptes rendus bibliographiques et bien sûr la biographie des auteurs. Ces auteurs sont des jeunes chercheurs ou des professionnels de l'architecture ou du patrimoine, parce que qui dit histoire de l'architecture dit aussi patrimoine.
Et il traite de thèmes et de périodes variées, le plus large possible, les plus larges possibles, du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, et on en reparlera pour le numéro sur les femmes, je pense, de l'Europe à l'Asie. Et la revue s'attache donc à couvrir la diversité des champs d'études de l'histoire de l'architecture. Longtemps consultable sur le site de l'École nationale des chartes, hein, lorsque Jean-Michel Lemieux était professeur ou directeur même de l'École des chartes, on pouvait avoir cette revue mise en ligne sur le site de l'École des chartes. Les LHA est aujourd'hui accueillis par Istara, dans le laboratoire de recherche de l'EPHE, et est en voie de constitution un carnet de recherche en ligne dont nous espérons que Bérénice, lorsqu'elle aura terminé avec cette journée d'études, que Bérénice, que nous avons eu le plaisir, la joie et l'honneur d'accueillir dans notre comité de lecture et qui pourra, j'espère, avec d'autres bien sûr, nous monter ce carnet de recherche qui sera en ligne. Alors, je vous ai mis, hein, c'est pas à tout prix pour vous la vendre, ma petite soupe, mais vous avez sur la table un certain nombre de revues, et avec notamment, parce que ça peut être aussi intéressant pour vous, la liste des derniers numéros. Alors, je vous donne en vrac, hein, l'ornement en architecture, le dessin d'architecture, œuvre, outils des architectes, un point d'interrogation, la source photographique dans la pratique de l'historien de l'architecture, les représentations de l'architecture, une histoire des patrimoines, un numéro sur le bois, le numéro dans Femmes, architecture et paysage, et le prochain numéro qui va paraître au mois de juin, hein, qui là est terminé, qui portera sur la question des concours en architecture. Je reviendrai peut-être en deux mots tout à l'heure, qui s'appellera l'architecture mise en examen. Alors pourquoi un numéro sur l'histoire de l'architecture, sur l'histoire des femmes dans l'architecture? En fait, donc depuis 2 ans, la revue est animée par une équipe élargie, où justement la présence des femmes est plus large, une nouvelle rédactrice en chef, et c'est pas un hasard, pour donner un nouveau souffle à cette revue qui va fêter bientôt ses 20 ans. 20 ans, c'est le moment de faire un premier bilan et peut-être de se lancer, d'élargir et de se lancer dans une aventure dynamique. Le but que le comité LHA m'a confié quand il m'a nommé à la tête de cette revue, c'était de garder la rigueur, la haute qualité scientifique aujourd'hui largement reconnue de ces articles, mais aussi, et c'était ma volonté, d'aborder peut-être des thèmes plus pointus, plus novateurs, moins académiques que la traditionnelle, on va dire, histoire de l'art, qui a son intérêt, j'en viens, et donc je ne la critique pas, mais surtout d'élargir les préoccupations et les champs de recherche. Je vous donne quelques exemples. Nous ne sommes qu'au début de ce mouvement. Par exemple, dans le prochain numéro, en Varia, dans le prochain numéro qui porte sur l'architecture mise en examen, un article en Varia de Clara Roca sur le design et notamment sur Roche-Beaubois. Le design n'est pas encore un objet d'étude suffisamment développé et on a un certain nombre de thèses qui commencent à apparaître sur cette question-là. Donc voilà un thème qui est encore à approfondir. Le numéro 33 a porté sur les nouveaux patrimoines, la question patrimoniale. Je sais que quand je parle à des architectes, quelquefois il y a des haussements de sourcils, mais la question patrimoniale nécessite elle aussi d'être remise en question, d'être réétudiée et d'être remise en perspective dans une histoire longue. Et cette question des nouveaux patrimoines et des conséquences sociétales qu'elle peut avoir me paraît être une question riche, en tout cas en perspective. On travaille aussi sur l'histoire des matériaux et de leur mise en œuvre, avec un numéro sur le bois qui a été passionnant à monter. L'autre préoccupation qui est la mienne, c'est de s'ouvrir davantage à la recherche internationale. Le prochain numéro, donc, qui va paraître
14 juin, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est prévu, le 14 juin sur l'architecture mise en examen est un numéro dont moi personnellement je suis particulièrement fière parce que c'est un numéro totalement international. Totalement international sur les concours, dans les études d'architecte comme dans la maîtrise d'ouvrage, avec un article sur l'Iran, un autre sur l'URSS, un autre sur l'Italie, un autre sur l'Espagne. Je crois qu'il n'y a qu'un article sur la France. Et c'est intéressant, non pas simplement pour l'anecdote et pour le fait de se dire « Ah, on a fait un article international », c'est pas ça, mais ça permet aussi de réinterroger l'histoire de l'enseignement dans l'ensemble, dans un certain nombre de pays, d'étudier sur des cas précis les influences réciproques et de réinterroger encore une fois, de réenvisager le modèle entre guillemets français de l'école des beaux-arts et de son enseignement, notamment avec un article sur... Tous les articles remettent ce modèle, réinvestissent ce modèle. C'est vrai pour les États-Unis, bien sûr, avec un article d'Isabelle Gournay, mais c'est vrai aussi sur l'Iran. Moi, j'avoue que j'ai appris plein de choses, j'ai tout appris d'ailleurs sur l'enseignement de l'architecture en Iran en lisant l'article de Sharam Abadi. Il y a, et surtout, enfin, pas surtout, mais aussi un formidable article sur l'Union soviétique, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publications sur, on va dire, la première période, hein, celle de la Révolution, avec de grands projets que vous connaissez tous, mais ensuite l'architecture ordinaire, hein, l'architecture publique, notamment de la période stalinienne, et la question des concours dans cette architecture-là, moi c'est le premier article que je vois et la thèse est en préparation et elle sera vraiment passionnante à découvrir. Donc, je signale aussi dans nos préoccupations et dans cet élargissement, dans le prochain numéro, donc celui de décembre, qui sera un article de Varia, un article, là aussi tout à fait passionnant, d'une jeune étudiante algérienne sur la première cathédrale d'Alger, et là aussi quelque chose de tout à fait novateur. Si bien que, à l'usage, depuis 2 ans, on a fini par se rendre compte, et j'ai fini par me rendre compte que, parce que ça faisait aussi partie de mes préoccupations bien sûr, que la question des femmes dans l'architecture et dans la recherche méritait effectivement un numéro spécial, qu'il y avait là un champ de recherche qui commençait à s'ouvrir, hein, on ne va pas réinventer le monde, mais qui commençait à s'ouvrir, avec des études et des thèses qui étaient en préparation, avec une recherche qui était très active, qu'il suffisait juste de lui donner les moyens de mieux se faire connaître, que c'était l'objectif de la revue, et donc qu'il fallait y aller, que ces études-là dépoussiéraient souvent les études traditionnelles de l'histoire de l'art ou de l'histoire de l'architecture, et les abordaient d'un point de vue nouveau. Et donc l'idée d'un numéro sur les femmes et l'architecture a fait son chemin. Cette idée, je dois le dire, s'est enrichie aussi d'un projet de recherche que nous menons au comité d'histoire du ministère de la Culture en lien avec Anne-Marie, mais pas seulement, sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, dont elle vous dira peut-être 2 mots, je ne sais pas, où les femmes, dans cette histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, apparaissent d'abord, et Bérénice l'a dit dans son introduction, en creux. C'est-à-dire elles apparaissent par leur absence, on va dire paradoxalement. Elles apparaissent en creux par leur absence, leur rôle à la marge, ou je dirais même dans des fonctions qui sont bien genrées. Hein, comme modèle, comme faire valoir, comme voilà, des fonctions genrées qui n'existaient pas d'ailleurs que dans l'architecture, hein, qui sont des fonctions traditionnelles des femmes. Et puis, qui deviennent de plus en plus visibles.
de plus en plus visible, non seulement dans l'enseignement, non seulement comme étudiante, mais aussi petit à petit comme architecte, tout simplement. Et y compris dans les programmes de recherche. Et c'est cette émergence-là que nous avons voulu montrer en remontant dans l'histoire, avec ses prémices, parce que je crois que ce qui a été dit à l'introduction, moi, me parlait beaucoup, c'est que effectivement, dans l'architecture comme ailleurs, on a le sentiment que les femmes n'ont pas d'histoire. Et que peut-être il est temps de revoir tout ça et de faire rentrer les femmes dans l'histoire, parce qu'elles ont l'histoire, elles ont joué un rôle dans l'histoire, simplement il faut l'étudier et puis lui donner une visibilité. Et donc, quand la question s'est posée, et j'arrêterai là, de ce numéro d'histoire de LHA sur les femmes et l'architecture, chaque numéro, sous l'autorité de la rédactrice en chef, est coordonné par un chercheur spécifique. Et donc, qui était mieux placé qu'Anne-Marie Châtelet pour coordonner ce numéro? Elle qui, effectivement, nous l'a dit tout à l'heure, a commencé depuis déjà pas mal de temps à travailler sur ces questions-là, donne maintenant, travaille sur des projets de recherche qui portent aussi ces questions-là. Donc j'ai fait appel à Anne-Marie pour coordonner ce numéro. Vous trouverez des exemplaires sur la table au fond de la salle de ce numéro, qui est un numéro passionnant parce que justement, au-delà de la question actuelle des femmes dans l'architecture, mais je vais lui laisser la parole, il remonte jusqu'au Moyen-Âge pour montrer que non seulement les femmes ont une histoire, mais qu'à un moment donné, dans cette histoire, elles ont eu aussi un rôle de premier plan. Et ça, c'est pas inutile de le mettre en avant. Et je laisse donc la place à Anne-Marie et la parole pour qu'elle puisse vous parler de cette question. Voilà, donc c'est beaucoup d'honneur de dire que j'ai travaillé sur les femmes architectes. C'est une question qui me démange depuis longtemps, à vrai dire, sur laquelle j'ai essayé de susciter des travaux. Moi-même, je n'ai pas fait grand-chose. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup écrit, sinon des introductions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de susciter, tant la question me paraît importante et peu traitée. Bérénice, que je remercie de m'avoir invitée, disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas le temps de dresser un état de l'art. Je pense que pour dresser un état de l'art de ce qui a été fait en France, on a besoin d'à peu près 5 minutes. Il n'y a pas grand-chose. Et c'est stupéfiant de voir comment on peut être en retard, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Si je prends un des premiers travaux qui est régulièrement mentionné comme étant fondateur dans cette histoire, qu'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure Bérénice, c'est l'ouvrage de Susanna Thor qui a accompagné une exposition qui date de 1977. En France, vous pouvez chercher, les premiers travaux sont extrêmement rares, encore aujourd'hui on a du mal à faire un bilan. Et avant de présenter ce numéro, je voulais simplement évoquer quelques initiatives. Comme je vous le dis, je ne suis pas auteur de travaux fondamentaux sur cette question, loin de là. Mais c'est vrai que j'ai participé à faire éclore un certain nombre de travaux. La première chose que j'avais un peu écrite, c'était à l'occasion de l'histoire de l'architecte. En 1998, Louis Calbat publiait un ouvrage qui était un ouvrage qui a devenu un peu un ouvrage de référence sur l'histoire de l'architecte. Donc c'était des origines à nos jours dans le monde entier. J'avais pour ma part été chargée de traiter de l'architecte dans l'Europe libérale. Et à ce propos-là, l'architecte dans l'Europe libérale, au XXe siècle. Et dans ce numéro-là, donc, j'avais consacré un petit paragraphe aux femmes architectes qui me semblait véritablement être un des points marquants du développement de l'architecture au XXe siècle. S'il y a quelque chose qui a bouleversé l'architecture, c'est l'entrée des femmes dans l'architecture qui était peu présente avant, même si elle n'était pas complètement absente. Par la suite, donc il y a eu quelques numéros de revue, peut-être vous les connaissez, des numéros comme celui de la revue Urbanisme en 1898 qui s'appelait Les Pionnières, ou encore celui de 99 d'Architecture créée. Plus tard, c'était un numéro suisse de Face en 2002 qui s'intitulait « C'est l'histoire d'une femme qui ? » 3 points de suspension.
Et pour ma part, j'étais à l'école d'architecture de Versailles et je m'occupais d'une revue aujourd'hui disparue qui s'appelait EAV pour École d'architecture de Versailles ou Enseignement, Architecture et Ville, selon. Et avant de partir de cette école, c'était en 2010, le dernier numéro, le numéro 15, je l'avais consacré en partie à la question des femmes architectes. Et c'était je vais évoquer un petit peu plus longtemps la conception de ce numéro parce que je trouve qu'elle est très révélatrice de là où nous en sommes. Nous avions mis la main sur un dossier qui avait été constitué par un architecte du nom d'Émile Maigret dans l'entre-deux-guerres, qui avait pensé qu'il y avait maintenant un certain nombre de femmes architectes diplômées de l'école des Beaux-Arts et que c'était intéressant de leur consacrer un numéro. Donc il avait rassemblé du matériel pour publier un article qui n'a jamais vu le jour. Néanmoins, ce matériel est resté dans les archives. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des photos. On trouve la photo de 7 femmes. Donc vous voyez ici un portrait, des portraits profonds, énigmatiques. On a 7 portraits et on a 7 noms. Et notre connaissance est tellement fragmentaire qu'on a été incapable d'identifier plus de 2 de ces photos. Donc ce beau portrait que vous voyez, je ne sais pas qui il représente. C'est une femme diplômée de l'école des Beaux-Arts dans les années 30, mais je ne sais pas qui elle est. Donc vous voyez qu'on est très très loin d'avoir une connaissance de ce qui s'est passé. On sait qu'elles existent, la preuve en est, vous la voyez, mais qui elle a été. Et le problème se complique quand on veut poursuivre l'interrogation sur leur parcours, pour la simple raison qu'il y a un dispositif qui participe de façon très forte à l'effacement de ces femmes, c'est qu'elles changent de nom. Elles se marient et elles n'ont plus le même nom. Donc même si vous arrivez à repérer des noms de femmes qui ont été à l'école des Beaux-Arts, pour savoir ce qu'elles ont fait par la suite, c'est une affaire extrêmement compliquée. Peut-être Stéphanie Ménage, qui clôturera cette journée et qui fait sa thèse sur cette question, vous expliquera les méandres par lesquels on peut arriver à les poursuivre, mais c'est extrêmement compliqué. Donc c'est un dispositif très pervers au fond, puisque finalement elles disparaissent sous le nom d'un autre, et qu'avant de trouver quel nom elles ont eu et sous quel nom elles ont exercé, c'est une question relativement compliquée. On a publié par exemple dans ce numéro-là le diplôme de Geneviève Bechmann, qu'elle a soutenu en 1926. Geneviève Bechmann était la fille d'un architecte assez connu qui est Lucien Bechmann, mais elle s'est par la suite mariée et elle est devenue Madame Dreyfus C. Elle a perdu son mari et elle a publié sous le nom de Geneviève C. Donc vous voyez la complication pour arriver à suivre ces parcours très complexes de toutes ces femmes qui, de manière involontaire, peu à peu échappent finalement aux traces qu'on pourrait penser avoir repérées au début. Dans ce même numéro, donc, qui est le numéro 15, qui est paru en 2010, vous trouverez aussi un article de Meredith Clausen. Meredith Clausen est une historienne américaine, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une historienne française, c'est une historienne américaine qui a fait un article sur l'école des Beaux-Arts. Elle entendait travailler sur les femmes à l'école des Beaux-Arts et elle avait repéré de premiers travaux. Une thèse commencée par Aude Bussier sous la direction de Daniel Wollmann, qui n'a jamais vu le jour. Je ne sais pas ce qu'est devenu Aude Bussier, mais la thèse n'a pas terminé. Un DEA de Lydie Mouchel qui avait été commencé sous ma direction à l'école d'architecture de Versailles, mais Lydie a abandonné entre-temps. Donc, vous voyez, même les travaux qui sont commencés, la difficulté de repérer la présence de ces femmes est telle qu'on a du mal à en parler. Donc, il faut s'armer beaucoup d'énergie pour arriver à reconstituer cette histoire. Et je trouve que voilà, certaines difficultés qu'on a eues pour ce numéro l'illustrent bien. On peut passer à la suivante. Quelques années plus tard, vous connaissez peut-être cette publication, qui est une publication qui date de 2013, qui est due aux éditions des femmes, qui s'appelle le Dictionnaire universel des créatrices.
nous avions été sollicités, quelques-unes d'entre nous, pour prendre la direction du secteur architecture, et finalement j'ai conduit la réalisation de ce secteur, qui a donné lieu à 191 portraits de femmes de 34 pays, avec un réseau de correspondantes que j'avais établi dans différents pays pour avoir des notices qui soient propres à chacun de ces pays. Donc ces notices, elles sont évidemment disséminées par l'ordre alphabétique qui est ce dictionnaire des créatrices, mais vous trouvez donc une grande présence de ces architectes où on voit que finalement ils sont déjà quand même, selon les pays, présentes de façon plus ou moins intense, mais très présentes dans l'ensemble de l'exercice d'architecture, et même de longue date, puisque on peut remonter au moins au XVIIe siècle avec le portrait de Plautilia Bricci, qui est une architecte qui est, avec son frère, a construit une villa à Rome et dont on connaît quelques éléments biographiques. On peut passer à la suivante. Voilà, c'est ce qui m'amène donc à ce numéro que vous pourrez donc consulter, ce numéro que nous avons constitué avec Arlette des livraisons d'histoire de l'architecture. C'est une approche qui va peut-être vous apparaître relativement composite. C'est une approche où, vous voyez, on a essayé de balayer l'histoire, c'est-à-dire qu'on commence donc, comme l'évoquait Bérénice tout à l'heure, avec la période de la Renaissance et la question de l'ordre des femmes à la Renaissance, avec cette idée de la signification qu'ont eu les différents ordres au regard du genre, et on va jusqu'à des périodes beaucoup plus contemporaines qui sont le XXe siècle. Mais on n'a pas à travers ça un fil conducteur, c'est-à-dire une démarche scientifique qui soit très construite, tout simplement parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc on essaye de rassembler. Donc l'idée, c'était de parler des femmes sous toutes les formes possibles, du moment qu'on pouvait parler des femmes et de l'architecture, sans avoir pour objectif de suivre véritablement une histoire construite, ce qui aujourd'hui n'est pas possible et qui, j'espère, pourra l'être dans quelques décennies, mais pour l'instant, c'était impossible à envisager sous cet angle-là. Donc j'ai privilégié un panel qui aborde la question de la femme sous différents angles et principalement sous deux biais. L'un concerne le regard sur l'architecture et sur l'espace et la présence des femmes vis-à-vis de l'architecture et de l'espace, et l'autre, d'une manière plus attendue, concerne les femmes elles-mêmes dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire les femmes en tant qu'architectes. Donc ce n'est pas tout à fait comme ça qu'est organisé le sommaire. Le sommaire est organisé tout simplement par ordre chronologique. Donc je prends un chemin de traverse pour vous décrire cette démarche. Donc du point de vue de l'architecture, l'essentiel c'est cet article de Powell sur l'ordre ionique. Du point de vue de l'espace, il y a deux articles que je trouve très intéressants à rapprocher parce qu'ils touchent des périodes qui ne sont pas du tout les mêmes et des espaces qui ne sont pas du tout les mêmes, mais qui disent exactement la même chose sur les femmes. L'un, c'est celui de Cécile Létienne, qui est doctorante et aujourd'hui docteur à l'Université de Paris-Sorbonne et qui a signé un article sur le rôle des femmes dans l'évolution de la salle à manger du XVIIe au XIXe siècle. L'autre, c'est un article d'Isabelle Comte, qui est doctorante, qui a signé un article sur la présence des femmes dans les manifestations de l'école des beaux-arts du XIXe au XXe siècle. Et on voit que les femmes dans ces espaces, autrement dit dans la salle à manger au XVIIe siècle ou dans l'école des beaux-arts au XXe siècle, elles sont là. Mais ce ne sont ni les épouses ni les élèves qui sont dans ces espaces, c'est des femmes qui sont des femmes sollicitées par des hommes, des femmes, des libertines qui sont là pour le plaisir des hommes, tandis que la maîtresse de maison ou l'élève architecte est expulsée de ces lieux ou n'est pas présente ou n'existe pas. Donc c'est assez intéressant de voir comment finalement, à des écarts, des siècles de distance, on retrouve cette même présence féminine, mais pas du tout sous la forme que l'on attendrait. C'est ce que reprend sous un autre angle un article qui est assez intéressant aussi, qui est une confrontation assez téméraire de cuisine qui ont été conçues par deux journalistes, une femme et un homme. La femme, c'est Paulette Bernège, qu'évoquait tout à l'heure Bérénice dans son introduction, et l'homme, c'est Hugh Hefner, le créateur de la revue Playboy. Hugh Hefner a conçu des cuisines faites pour séduire les femmes. Paulette Bernège a conçu des cuisines qui étaient faites pour rationaliser le travail de la femme, et donc elle confronte ces deux approches. Ça donne un article qui est tout à fait stimulant.
L'autre volet donc, de ces articles, ce sont des articles qui sont consacrés à la biographie, ou plus exactement au parcours professionnel de ces femmes. Donc on retrouve ce que je citais, un article de Thierry Verdier sur la carrière de Plotilia Bricci dans la Rome du XVIIe siècle, et de manière beaucoup plus contemporaine, un article de Bernadette Blanchon sur 3 femmes paysagistes pionnières en France. C'est un aspect tout à fait intéressant et pour l'instant peu montré, et je pense qu'il serait intéressant d'engager des travaux dans ce sens-là. On trouve beaucoup les femmes du côté du paysage, du côté de l'urbain, du côté du projet urbain, beaucoup plus que du côté du projet architectural. Et je pense que là, il y a un caractère de leur investissement qui est tout à fait intéressant. Et enfin, il y a une série d'articles qui portent plutôt sur des portraits de groupe. Et là, on traverse encore l'histoire avec un article de Julie Perron qui est consacré aux religieuses au temps moderne. Ces religieuses au temps moderne, elles étaient obligées elles ne pouvaient pas sortir, elles ne pouvaient pas solliciter de présence extérieure à leur propre couvent. Donc elles étaient obligées de tout prendre en charge et par obligation, en quelque sorte, elles sont devenues architectes, gestionnaires de chantier, manouvrières, et donc elles sont actives dans ce secteur d'une façon qui est relativement obscure et méconnue, mais tout à fait intéressante. Il y a un article d'Élise Kering sur les créatrices du chez-soi, de la décoratrice ensemblière à l'architecte ménagère. C'est là aussi un aspect tout à fait intéressant, qui est souvent d'ailleurs pour les femmes à leur corps défendant, c'est-à-dire qu'elles sont appelées à travailler pour les cuisines, pour les écoles primaires, pour des petits programmes qui sont associés à leur activité en tant que mère et pour lesquelles elles sont souvent associées beaucoup plus facilement qu'à des programmes plus monumentaux ou qui ont des enjeux plus politiques. Et un article de Stéphanie Ménage, que vous entendrez donc en conclusion, qui s'intitule « À la recherche des femmes architectes, diversité des pratiques », et qui donc dresse un portrait un petit peu de l'ensemble de l'évolution. Donc vous voyez que ce sont des approches qui sont très variées à travers ces articles, qu'on espère qu'ils soient stimulantes et qui incitent à entrer dans un mouvement sans aucun doute, je pense, irréversible aujourd'hui de l'écriture de l'histoire des femmes dans ces domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui la personnalité de Simone Galpin, qui est la première femme d'André Wozinski. Elle a vécu et travaillé avec lui de 1939 à 1950, avant de proposer une œuvre et un engagement plus indépendant. Donc tout d'abord, pour situer sa personnalité, une brève chronologie. Elle naît en 1913 sous le nom de Simone Angèle Henriette Galpin. Elle se marie en 1939 avec l'architecte André Wozinski à la mairie du 15e arrondissement. Ils vivent au 43 rue Gazan. Puis de 1945 à 1947, elle participe à la création et à la rédaction de la revue L'Homme et l'Architecture. En 1949, elle travaille sur la cuisine de l'unité d'habitation de Marseille. Elle divorce ensuite de son mari André Wozinski en 1951 avant de se remarier avec Vieri Andreini, qui est le frère de Rodio Andreini, géomètre à l'atelier de Le Corbusier. En 1955, cette année donc, c'est une année importante pour son œuvre puisqu'elle publie Poèmes d'amour ininterrompus. Elle participe aussi à l'exposition 10 artistes femmes à la Galerie Creuse. Ensuite, en 1967, année importante aussi parce que c'est l'année où elle est effacée de la liste des collaborateurs de Le Corbusier. Et puis sa mort en 1973. Et puis tout au long de sa vie, donc, elle a porté différents noms, d'abord Galpin, puis Wozinski, ensuite Andreini. Et elle était également peintre sous le nom de Simone Galpin et poétesse sous le nom de Daniel Janin. Donc encore une fois, plein de noms qui augmente les difficultés à cerner exactement ce personnage quand on a peu d'archives sur elle. Comment j'en suis arrivée à m'intéresser à Simone Galpin? Donc, je m'intéressais pour mon mémoire de fin d'études d'architecture à la revue L'Homme et l'Architecture, qui était, je pensais, d'André Wozinski uniquement. Donc c'est une revue assez atypique qui est sortie à l'après-guerre, 45-47, avec des couvertures colorées, une iconographie assez particulière, très folklorique, sacrée, spirituelle, qui ressemble peut-être à l'iconographie de la revue Cahiers d'art de Christian Zervos.
Cette revue en fait mobilise des experts de diverses disciplines, des sociologues, des médecins, des anthropologues, des architectes et des urbanistes, qui s'associent à la défense d'une architecture source d'épanouissement physique, social et spirituel de l'homme. Et tout ça, donc, à l'image de la maxime qui est reprise dans les 11 numéros, si vous voulez faire des hommes, faites-leur d'abord un milieu. Pour cette revue, André Wozinski s'affirme, ou du moins s'affiche comme le directeur et rédacteur en chef uniquement, comme on peut le voir dans l'ours de la revue. Et jamais n'est mentionné Simone Galpin. Pourtant, de nombreux indices militent donc pour une revue co-créée, co-dirigée donc, entre Simone et André. À l'IFA, j'ai retrouvé ce document. Donc, c'est un scan qui s'apparente au seul brouillon donc, qui a été rédigé en amont de la revue. Il présente des réflexions, des idées, des références de ce que sera la revue L'Homme et l'Architecture. Et il est intitulé « Apport de Monsieur et Madame André Wozinski au projet de revue L'Homme et l'Architecture ». Un autre indice qui milite pour une co-création de la revue. Donc, en 1947, l'économie de la revue va mal. Et à ce moment-là, André Wozinski écrit à Auguste Mion, qui est un entrepreneur, pour lui demander un apport de capital. Et il se ravise quelques jours après en lui disant « Après vous avoir écrit ma lettre du 9 septembre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec ma femme, qui est, vous le savez, plus qu'une collaboratrice pour moi, puisque c'est elle en grande partie qui prépare les numéros de notre revue. » Pourtant, elle n'est jamais citée. Autre chose, concernant l'iconographie, donc là on a le dernier numéro de L'Homme et l'Architecture, on voit sa couverture et puis la photo d'une page aussi à l'intérieur. Et on voit un masque d'âne de Côte d'Ivoire, et ce masque en fait est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Les Arches sauvages Afrique de Portier et Ponceton. Et en fait cet ouvrage a été retrouvé dans le fonds Daniel Janin qui n'avait jamais été consulté. Autre chose encore concernant la mise en page, donc les graphistes de la revue ne sont jamais cités sauf dans un seul numéro consacré à l'unité d'habitation de Marseille. Et à ce moment-là est écrit mise en page, on peut le voir en bas à droite, mise en page Viry Andréini et Simone Galpin. Et Viry Andréini en 1947, donc n'est pas encore le second mari de Simone, mais il le sera donc après le divorce en 1951. D'autre part, elle alimente aussi les textes de la revue, puisqu'elle rédige de nombreux poèmes pour L'Homme et l'Architecture, dont un notamment pour La Maison Radieuse, donc dans le numéro spécial sur l'unité d'habitation. Et puis le dernier indice, peut-être le plus probant sur cette co-direction, cette co-création, un article nécrologique qui a été retrouvé dans une mince pochette noire qui est la seule pochette des documents sur Simone Galpin retrouvée dans la maison atelier d'André Wozinski à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où on peut lire « Elle a participé à la réalisation de la première unité d'habitation de Le Corbusier à Marseille et à d'autres créations dont l'église de Ronchamp. Elle créa et anima la revue L'Homme et l'Architecture ». Donc ça confirme son travail jusqu'à présent non reconnu pour la revue. Voilà. Après, au-delà des travaux qu'elle a fait avec André Wozinski, elle a aussi eu un rôle important dans l'atelier de Le Corbusier. Donc là, on peut voir dans le livre noir de l'atelier qui recense les collaborateurs de l'atelier de Le Corbusier, qu'elle y est introduite à partir de 1946 sous le nom de Daniel Janin. Elle est certainement introduite à l'atelier grâce à son mari André Wozinski, qui réalise des missions pour Le Corbusier en 1936 et 1937 et qui rejoint à nouveau l'atelier en 1943 sous le signe de la Scoral. Et puis, donc, en parcourant les différentes lettres qu'elle a écrites à Le Corbusier, on peut connaître le rôle qu'elle a eu dans l'atelier. Elle s'occupait notamment d'encadrer les plus jeunes architectes. Et également, elle a eu un rôle important pour l'équipement de l'unité d'habitation de Marseille. Et donc, je vais vous citer un extrait d'une lettre qu'elle écrit à Le Corbusier où elle donne des conseils pour l'équipement. « La porte devrait s'ouvrir sur la cuisine pour cacher le désordre possible et surtout canaliser les visiteurs directement dans la salle commune. Au sujet de la chambre des parents, je maintiens ma façon de voir, le lit est mal placé dans le plan actuel. Je trouve que le parapet devrait être conçu pour servir en partie de fond de lit. Une question encore,
Envisagez-vous tous les appartements de la même couleur? Ne pourrait-on garder la même couleur pour les grandes surfaces et trouver des variantes pour les détails? Il y a des choses salissantes en blanc. Donc à partir de cette lettre et de la révélation de son rôle pour l'équipement et notamment la cuisine de Marseille, je me suis attachée à retracer l'histoire de cette cuisine à partir de 3 sources principales. Donc l'œuvre complète de Charlotte Perriand par Jacques Barsac, Le Corbusier meubles et intérieurs 1965 d'Arthur Hueg, et puis un numéro de la Revue des musées de France, Revue du Louvre. Du coup, la chronologie de l'histoire, enfin l'histoire de cette cuisine. Le 30 novembre 1945, le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Raoul Dautruy, commande l'unité à Le Corbusier. Ensuite, en juillet-août 1946, la revue L'Homme et l'Architecture consacre un dossier sur la fonction alimentation dans le logis. Et à ce moment-là, à cette occasion, Daniel Janin rédige un poème sur la cuisine traditionnelle. Ensuite, en 1947, est posée la première pierre de l'unité. Et Charlotte Perriand propose une première version de la cuisine avec un passe-plat. Donc la cuisine est fermée d'abord, puis elle la modifie aux dimensions du modular. Et puis elle en fait aussi une cuisine bar, donc ouverte sur le séjour pour que la maîtresse de maison reste au contact de ses invités. En 1949, le ministère de la Reconstruction demande une maquette échelle 1 à Le Corbusier et Charlotte Perriand réalise un prototype à l'atelier. Donc on peut le voir à gauche. La cuisine bar a de grands placards avec des portes coulissantes. Les angles du bar sont arrondis et le matériau du plan de travail, c'est de l'acier inoxydable. Dans le même temps, Simone Galpin en fait, reprend la cuisine de Charlotte Perriand et la modifie totalement pour en proposer un modèle bien plus économique qu'on peut voir à droite. Donc là, c'est dans l'appartement témoin de l'unité, donc en juillet 1949, où on peut voir la version de Simone Galpin avec donc les angles du bar ne sont plus arrondis mais bien anguleux. Les grands tiroirs avec des portes coulissantes deviennent des plus petits tiroirs avec des portes pivotantes. Et l'acier inoxydable est remplacé par de l'aluminium. Aussi, d'après l'ouvrage d'Arthur Hueg, on apprend que la polychromie est différente entre les deux modèles. Voilà, et donc à ce moment-là, en 1949, Charlotte Perriand demande à l'entreprise CEPAC de réaliser 327 exemplaires de cette cuisine avec une aide financière d'Eugène Claudius Petit, mais le devis reste tout de même trop important. Et André Wojanski, qui est l'architecte d'opération de l'unité de Marseille, choisit finalement le modèle de sa femme pour en faire réaliser les plans par l'ADBAT. Et puis un dernier prototype est proposé au 18e Salon des Arts Ménagers du Grand Palais en avril 50. Ensuite, je vous ai mis cette comparaison de photographies parce que celle de gauche est assez célèbre. Donc, c'est dans l'appartement témoin où on voit Picasso, Le Corbusier de dos, et puis donc la cuisine. Et en fait, la photo de droite a été retrouvée dans le fond de Daniel Janin. C'est la même situation, et puis elle est simplement au milieu. Et puis là, on peut encore la voir donc en arrière-plan, toujours dans cet appartement témoin avec son haut noir et son collier blanc. Voilà, ça c'est la cuisine actuelle où on voit que les conseils qu'elle a donnés à Le Corbusier ont bien été adoptés, puisque la porte s'ouvre de façon à refermer la cuisine, comme elle le préconisait dans la lettre qu'elle lui a écrite. Et puis, au-delà de ses travaux, de son rôle, du rôle qu'elle a tenu dans l'atelier, j'ai aussi découvert une très belle relation qui existait entre Le Corbusier et Simone Galpin. En tout cas, un estime intellectuelle et artistique, puisqu'il lui a offert 3 tableaux, dont Femme endormie, donc offert en 1948, ou Garder mon aile dans ta main, offert en 1949, et Femme allongée et bouteille en 1951. Donc ce geste est assez important parce qu'un artiste n'offre pas une œuvre d'art à n'importe qui, il faut savoir la recevoir. Et donc je trouvais que c'était un bel exemple de leur relation. Autre chose, il lui a dédicacé des ouvrages. En 1961, l'atelier de la recherche patiente, où il lui écrit pour Daniel Janin, qui aida à démarrer l'unité de Marseille et qui apporta tout son cœur à l'atelier Corbu 35 Sèvres pendant des années avec mon amitié Le Corbusier. Voilà, et pour conclure cette relation entre Simone Galpin et l'atelier,
sa disparition en 1967, après être citée dans le magazine Le Point, l'unité d'habitation de Marseille, en deuxième collaboratrice de Le Corbusier après André Wojanski. Une mention aussi dans l'atelier de la recherche patiente, où elle est citée dans la liste des personnes qui ont apporté leur aide à l'atelier sous le nom de Danielle Janin. Et en fait, l'ouvrage Le Corbusier 1910-65, qui paraît en 1967, donc 2 ans après la mort de Le Corbusier, fait disparaître un seul nom de la liste, et c'est celui de Simone Galpin-Danielle Janin. Voilà, et puis je voulais aussi, en dernier lieu, rendre hommage à son œuvre plus indépendante, qu'elle a fait donc ni avec André Wojanski, ni à l'atelier, mais qu'elle a développée après. Des peintures, dont je vous présente 2 tableaux, Vietnam, déchirure du monde et Le Cri. Donc elle est exposée à la Galerie Creuse avec le soutien de son second mari, Vieri Andréani. Elle a participé aussi à l'exposition 10 artistes femmes en 1955, qui lui a valu une très belle critique, conscience aiguë des possibilités sans limite de la vie universelle. Voilà les tendances, les caractères, les traits majeurs de ce peintre, mais un élan de nature que, faute d'un meilleur terme, nous appellerons la spécificité féminine, leur donne naissance, les organise. Et l'héritage que je trouve le plus remarquable de son œuvre, de nombreux ouvrages de poésie, dont Poème d'amour ininterrompu en 1955 ou À l'ombre des forces de frappe en 1964, je cite « Femme douce, femme lassée, peut-être encore assez courageuse pour affronter la réalité de l'histoire, ne trichez plus avec votre sens du bonheur, ne trichez plus avec la réalité mortelle, je vous parle sans haine, la haine vraiment je ne sais pas ce que c'est. » Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation de cette personnalité engagée pour la femme, pour l'homme, donc très riche, assez sensible en même temps. Et je suis très très heureuse d'avoir pu partager avec vous ce portrait et de construire le socle de sa mémoire, de cette femme que je trouve incroyable. Bonjour. Je vais décaler le propos tel qu'il était proposé pour laisser une place à l'actualité. Bérénice disait en introduction de la journée qu'elle avait enlevé un mot à la citation d'origine. Il y avait donc une citation qui n'était pas de religion, pas de politique, pas de chien, pas de femme. Je vais me permettre d'en rajouter un qui n'est pas d'intangibilité. Vous savez que la loi française impose l'intangibilité de l'œuvre d'art, c'est-à-dire que personne, quand quelqu'un qui a acheté une œuvre d'art, ne peut modifier, ne peut abandonner cette œuvre d'art à son triste destin. Ça, c'est la loi. Depuis le XIXe siècle, la sculpture, notamment, est rentrée dans le domaine public, dans l'espace public. Ce qui veut dire qu'elle est aujourd'hui confrontée à des propriétaires, à des gens qui sont chargés de l'entretien des villes ou à des aménagements urbains. Donc, les œuvres d'art qui étaient initialement destinées essentiellement à des collectionneurs privés, qui les chérissaient plus ou moins, mais enfin qui avaient une relation directe avec eux, ces œuvres d'art se retrouvent aujourd'hui dans des systèmes de propriété beaucoup plus larges. Et donc la notion d'intangibilité, elle est soumise à différentes appréciations, différentes bonnes volontés ou différentes façons d'aborder la question. Et je voulais, s'agissant d'un public donc, qui est forcément intéressé à l'art, qui est même créateur, je voulais vous lancer une sorte de double alerte ce matin, en vous disant 2 choses fondamentales pour les œuvres que vous pouvez être amenés à créer dans l'espace public. C'est aller les voir régulièrement, et dès qu'elles ont le moindre absence d'entretien ou qu'elles ont la moindre atteinte, signalez-le par écrit. Nous sommes dans un système de droit, le droit français, où ce qui emporte l'adhésion d'un juge, c'est la pièce écrite.
Et si vous ne passez pas régulièrement voir vos œuvres, le jour où vous contesterez leur absence d'entretien, par exemple, la première chose qu'on va vous opposer, c'est vous n'en êtes pas occupé. Vous vous réveillez brutalement alors que nous l'avions laissé comme ça à l'abandon depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pourquoi vous manifestez comme ça brutalement? La deuxième chose, c'est de documenter très, très, très précisément l'œuvre qui est mise dans le domaine public. C'est-à-dire de lui laisser ce qu'on appellerait aujourd'hui une traçabilité. Qui l'a réalisé, précisément avec quels matériaux, dans quelles circonstances, comment, etc. Parce que nous apercevons, quand nous sommes confrontés à une restauration d'œuvres d'art, que nous savons finalement très très peu de choses sur sa conception. Je vais vous passer une série d'illustrations concrètes de mon propos. Alors, c'est celle-là. En quelques mots, je vous parle donc en tant que directeur de la Fondation Martha André Woganski, juste quelques mots donc, sur les missions d'une telle fondation qui a été créée de leur vivant, enfin pensée de leur vivant par Martha Pan et André Woganski, qui est devenue effective en 2001, puisqu'il souhaitait que ce soit une fondation reconnue d'utilité publique. Dans ce cas-là, vous passez devant le Conseil d'État qui contribue à fixer le conseil d'administration. Donc c'est parfois des négociations un peu longues. Martha Pan est morte en 2008, André était mort en 2004, et la création de la fondation se fait après 3 ans de négociations donc, avec le Conseil d'État sur la composition du conseil d'administration en 2011 et j'ai pris moi mes fonctions en mai 2015. Donc les objectifs, si vous voulez, sont simples, c'est de maintenir un site fondateur qui est la maison dans laquelle ils ont vécu pendant plus de 50 ans, qui a été construite en 1954 et qui est le siège de la fondation qui se compose d'une maison et d'un parc de sculptures. Deuxième chose, Martha Pan nous a laissé 500 œuvres, donc 500 sculptures, 1 millier de dessins, 3 ou 4 000 photographies, quelques centaines de pages d'écrits, donc tout ça constituant une collection qu'il faut à la fois inventorier et dont il faut gérer la conservation et la conservation préventive. Vraiment, nous sommes là pour faciliter les actions de communication autour de ces deux créateurs. Nous sommes là, ça a été le cas avec Sarah, pour accompagner les chercheurs, accompagner les étudiants qui travaillent sur à la fois l'architecte ou la sculptrice ou sur des thèmes croisés. Nous sommes là aussi, naturellement, pour surveiller un peu ce qui se passe en termes de marché. Nous sommes ayant droit des 2 artistes, donc notamment ce qui concerne Martha Pan, nous sommes experts sur son œuvre. Et puis, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, nous sommes là pour assurer le droit moral attaché pendant 70 ans aux œuvres d'art après le décès de leur créateur. Je vais vous faire une conférence qui va être un peu Kleenex, c'est-à-dire que je vais passer sur l'envers du décor habituel de la présentation. Premier cas que je voulais vous présenter, c'est cette sculpture qui s'appelle la sculpture 110, qui est une grande sculpture en fibre de verre que Martha a créée au seuil des années 70. Vous voyez, cette photo, il faut que vous imaginiez que la sculpture est d'un rouge éclatant. Cette sculpture, elle est là photographiée dans le jardin de la maison de Saint-Rémy. Elle va être achetée par la ville de Paris. Et elle va être installée dans le jardin Tino Rossi, c'est-à-dire le grand jardin de sculpture de la ville, qui se trouve quai Saint-Bernard, en dessous de l'Institut du monde arabe et du jardin des plantes. Et quand vous passez sur le quai Saint-Bernard, cette sculpture est une des rares qui soit à hauteur du quai. Donc quand vous passez en vélo, ou quand vous passez en autobus, ou quand vous passez en voiture quai Saint-Bernard, c'est l'une des choses qui vous signale, enfin une des œuvres, qui vous signale la présence de jardin de sculpture dans la ville. Nous nous transportons donc dans le centre de Paris, nous nous transportons sur les berges de la Seine et nous nous télétransportons en 2019 et la sculpture, la voilà.
Donc ça, nous vivons tous hein, la maladie infantile du tagueur et du graffeur. Autant il y a des gens qui ont des expressions artistiques, autant il y en a certains qui ont une tendance à tout envahir. Et voilà ce qui reste de la sculpture. Alors la sculpture, la ville de Paris l'entretient même tellement au fur et à mesure des tags qu'on a fini par lui enlever sa couleur, on a fini par lui enlever sa matière. Vous voyez que ce qui en reste n'a plus rien d'un rouge vif, mais est devenu une espèce de marron brunasse pas terrible. Et puis la dernière intervention d'un tagueur a constitué voilà, une sorte d'achèvement de la présence de l'art. Donc, si vous voulez, ça représente la création d'une artiste, qui a quand même été une artiste importante du XXe siècle, exposée au regard du public dans cet état. Et naturellement, nous avions à plusieurs reprises demandé à la ville de Paris de faire ce qu'il fallait pour restaurer l'œuvre, donc pas effacer les tags, mais maintenant passer à une dimension de restauration totale de l'œuvre. Ce n'a pas été fait, et donc nous allons passer dans les procédures juridiques. Deuxième exemple, dans les années 80, Martha Pan va dessiner les balustrades de sortie, de 4 des sorties du RER, qu'on est en train donc d'installer dans Paris, et elle va dessiner donc les sorties qui sont devant les grands magasins du boulevard Haussmann, donc à un endroit extrêmement fréquenté. Alors la photo précédente sur laquelle je vais revenir, c'est elle donc. Ces sculptures en marbre sont installées voilà, dans des lieux très fréquentés, donc sont pensées, conçues, dessinées hein, pour être en contact d'un public très nombreux. Je passe devant il y a quelques mois et je constate que la RATP, gentiment, qui est en train de rénover la station RER, Aubert, a mis ses panneaux de signalisation, vous voyez, spités, enfin poinçonnés à même la sculpture. Donc je proteste auprès de la RATP, et la RATP entend, lors d'une grande réunion à son siège, entend le message et me réécrit à la Fondation 3 semaines plus tard en disant « ça y est, la sculpture est nettoyée ». Et ça fait partie donc, de la photo que vous avez, voilà, ce qu'on appelle rénover, nettoyer une sculpture à la RATP, c'est la mettre dans cet état-là. Donc, ils ont effectivement fait une chose qui leur était demandée, c'est enlever les panneaux de signalisation, de communication qu'ils avaient plantés à même la sculpture, mais en tout cas, ils sont incapables de l'entretenir au jour le jour, et là, une fois de plus, d'entamer une restauration sérieuse de l'œuvre. Alors, l'excuse, il faut toujours s'excuser dans ces cas-là, c'est de dire « Ah oui, mais... il y a les gilets jaunes, ah mais oui, mais c'est un lieu très passant, ah mais ceci, ah mais cela, et comme ça on passe des années et des années de discussion hein, autour d'œuvres qui sont présentées au public de façon, permettrai le mot, mais totalement infamante. Grenoble, 1968, les Jeux Olympiques, on vient de fêter le 50e anniversaire de ce qui a été un événement national, et à l'occasion de cet événement national, on a construit beaucoup d'équipements publics à Grenoble, dont une maison de la culture. André Wagensky signe cette maison de la culture et demande à Martha Pan donc, de créer sur le parvis de la maison de la culture, donc le signe annonciateur du bâtiment, une sculpture à laquelle Martha Pan donne donc la forme que vous avez là au premier plan. Grenoble veut obtenir le label Ville d'art et d'histoire, donc constitue son dossier, et dans son dossier de labellisation met en avant la présence de 158 œuvres d'art dans son espace public. C'est une des collections en extérieur de sculptures la plus abondante qui puisse exister en France. Via les techniques de communication contemporaines, ils imaginent donc de faire un circuit, de mettre devant chaque sculpture un flashcode qui permettra donc aux gens qui suivent cet itinéraire de recueillir au fur et à mesure des informations sur l'œuvre, sur le sculpteur, etc. Entreprise totalement louable. Ça suppose une chose quand même, ils en sont parfaitement conscients à la ville, c'est qu'ils restaurent les œuvres avant de les livrer au public. Parce que naturellement, quand vous mettez en avant un patrimoine, encore faut-il que ce patrimoine il soit fidèle à ce que les artistes ont voulu faire.
Et c'est comme ça donc que la ville de Grenoble invite ses propres citoyens, ses propres administrés, les touristes de passage, à aller voir ça. Donc c'est encore passage d'une série de taggers. Voilà. Et donc, une fois de plus, on envoie des gens voir quelque chose de totalement infamant pour l'idée, pour ce qu'était le talent de l'artiste. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de communiquer, de constituer des dossiers documentaires extrêmement précis sur les œuvres. Je vous le dis parce que nous avons le cas en ce moment avec le Centre national des arts plastiques, avec le domaine de Kerguéhennec. Le Centre national des arts plastiques a acheté 2 sculptures flottantes de Martha Pan, qui est la marque quand même emblématique de l'apport de Martha Pan à la sculpture du XXe siècle. A disposé donc dans le domaine de Kerguéhennec 2 sculptures flottantes, celle-ci étant la plus petite. Et la plus grande, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'un soir de tempête, nous sommes en Bretagne, le vent souffle effectivement, la sculpture casse ses amarres, se fracasse sur la berge de l'étang, se disloque en 2 parties. Et donc la première des choses, c'est effectivement de mettre les 2 parties au sec sur la berge, ce que font très très bien les équipes de Kerguéhennec. Convoque le CNAP, convoque la fondation, convoque une restauratrice, et nous découvrons, si vous voulez, le millefeuille qui est à l'intérieur. Et donc cette sculpture, dont tout le monde a toujours pensé qu'elle était simplement en fibre de verre, nous découvrons que dedans, il y a un complexe, une sorte d'ailettes d'aluminium très très fines, qui viennent consolider l'intérieur de la structure. Sauf que, pour restaurer cette sculpture, nous n'avons strictement aucun document de fabrication. Et donc nous sommes rentrés dans des questionnements extrêmement lourds, enfin quasiment de type archéologique, alors que la sculpture elle a 30 ans, si vous voulez, pour savoir comment elle a été réalisée, par qui, etc. Ce qui veut dire, ce que détermine cette réflexion, détermine directement par qui peut-elle être restaurée et quels sont les matériaux qui aujourd'hui permettent cette restauration. D'où voilà, la nécessité vraiment de laisser des dossiers documentaires très 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 complets. Coût de la restauration, 80 000 €. Bailleur de fonds, celui qui détient la sculpture, donc le Centre d'art de Kerguéhennec. Centre d'art de Kerguéhennec qui est financé par le conseil départemental du Morbihan. Et donc, passage devant les élus. Pour un budget qui n'est pas rien, 80 000 € de nos jours, c'est pas rien, pour des gens qui ont d'autres préoccupations budgétaires que, voilà, et on les comprend, d'autres urgences budgétaires que la restauration de l'œuvre. Nous venons en région parisienne, toujours sur les sculptures flottantes. Dans le cadre de la réorganisation administrative de la région parisienne, on va créer donc les 5 départements qui composent l'Île-de-France. En Seine-Saint-Denis, comme dans les autres, dans ces nouveaux départements, on va créer une nouvelle préfecture. Celle de Saint-Denis, donc du département de la Seine-Saint-Denis, est à Bobigny. Binou et Foliation, 2 architectes de renom de l'époque, sont chargés d'édifier la préfecture. Et pour monumentaliser cette préfecture, qui est quand même dans un endroit peu flatteur, on va créer un signe traditionnel de la préfecture, un parvis et puis une pièce d'eau. On aime bien comme ça quand même les transpositions un peu symboliques dans l'architecture française. Donc on fait une pièce d'eau et on demande à Martha Pan de créer des sculptures flottantes pour aller sur cette grande pièce d'eau. Donc vous voyez, Martha fait une grande sculpture, celle qui est en bas, sur la photo de gauche, donc la sculpture qui est en bas à droite, fait 7 mètres de haut, pour vous donner l'échelle. On est devant des œuvres qui sont monumentales et qui flottent, qui se déplacent librement au gré des courants de l'eau et des courants du souffle de l'air dans cette pièce. C'est-à-dire qu'à partir de 3 éléments, vous avez de 3 éléments sculptés, vous avez en réalité des centaines d'œuvres qui se génèrent au fur et à mesure du déplacement de la vie des éléments naturels, qui en plus sans cesse recomposent leur relation à leur environnement.
puisqu'elles prennent des postures différentes, si je puis dire, par rapport à la berge, ce que restituent un peu les photos. Donc nous sommes là, toujours dans les années 70, hein, voilà, les sculptures vivent leur vie de sculpture. Et puis, comme finalement dans toutes les collectivités, l'eau, ça devient l'ennemi. L'eau, ça se salit, alors les gens jettent des choses dedans, les petits-enfants peuvent s'y noyer, ça sert plus ou moins d'abreuvoir aux chiens, ça fait etc., etc. Donc en général, on arrête. Donc on laisse les fontaines sans eau, on laisse les labyrinthes d'eau sans eau, on laisse les murs d'eau sans eau. Et puis on fait quelquefois bien pire, c'est-à-dire qu'on se dit mais cette pièce d'eau finalement elle nous embête, mais on va la combler. Donc on va remettre sous forme d'un terrain enherbé ce qui était une grande pièce d'eau. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire des sculptures flottantes? Donc on produit un premier dessin, donc nous avons la trace à la fondation, on fait un plan engazonné, puis on fait une sorte de cuvette, numéro 1, grande, on en fait une numéro 2 plus petite, puis une numéro 3 plus petite, de façon à poser comme ça les sculptures dans un petit réservoir d'eau. Donc on leur laisse leur statut de sculpture flottante en les immobilisant et en les individualisant. Martha refuse. Puis Martha meurt. Et donc, voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait 3 petits murets circulaires dans lesquels on va, mais comme dans les dinettes, hein, verser un petit peu d'eau et puis on va poser les sculptures de l'eau. Alors, ce qui est absolument génial, c'est que ces bassins, on peut y mettre de l'eau avec un jet d'eau, mais l'eau qu'on y met n'en sort pas. Donc, les œuvres croupissent dans des marigots dans lesquels je pense que le plus sordide des crocodiles n'oserait même pas faire son gîte. Voilà une photo qui a été prise il y a maintenant 3 ans. La situation où nous sommes retournés récemment n'a fait que s'empirer. Les sculptures ont pris l'eau, vous voyez qu'elles se sont enfoncées dans l'eau, donc ça veut dire qu'elles sont pleines d'eau, et ça veut dire que naturellement le jour où nous allons réussir de les sortir de ce guet-apens, ce que nous essayons de faire, notamment avec la complicité du musée de Dunkerque, qui voudrait les exposer, il va falloir consacrer des sommes importantes à leur restauration. Vous savez que, toujours dans nos fameuses années 70, on a beaucoup milité, plaidé pour la présence des œuvres d'art dans la ville. André Wagensky, construisant dans une cité particulièrement pauvre, qui est Firminy, construisant un ensemble de logements HLM en dehors du périmètre corbuséen, etc., se dit, on va mettre des œuvres d'art à disposition du public. Donc 12 entrées d'immeubles dans cette opération immobilière, 12 occasions de mettre le public en rapport avec la sculpture. Et Martha crée 12 sculptures pour chacune, donc une sculpture par par sortie, entrée d'immeuble. Alors quelques années après, vous transportez dans les années 2017, quand a été faite cette photo, voilà un pied d'immeuble devant lequel reste une sculpture. Elles sont relativement modestes, elles font 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Elles sont soit solitaires, soit conçues pour être duels. Dans ce cas-là, vous avez une relation formelle entre les 2 éléments qui composent la sculpture. La vie étant ce qu'elle est, on va éprouver le besoin de refaire le sol. Et donc, on va changer les conditions, naturellement, de relation de la sculpture au sol. Alors, la grande photo qui est à gauche vous montre comment, pour changer le sol, on va déposer une sculpture, mais on va la remonter à l'envers. Voilà. Et ça ne dérange absolument pas les personnes qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de repères ni de photos avant, et on la remonte dans le mauvais sens. On peut, c'est le cas de la photo du haut, la reposer sur un socle. Alors, c'est des sculptures qui ont été réalisées en béton. On va la reposer sur un socle en caoutchouc, donc avec une stabilité qui fait que naturellement au bout de quelques temps la sculpture va verser, va se retrouver par terre et pour rentrer
dans l'immeuble, je ne vous ai pas fait un plan large, mais vous êtes quasiment obligé de piétiner la sculpture. Et puis, ce que montre le cas, la photo du bas, si jamais la sculpture vous change, ben vous la sciez en deux, tout simplement. Hein, vous en jetez une moitié, vous gardez la moitié supérieure, puis vous la réinstallez sur un banc, puisque vous avez le début d'un corps d'un jeune de la résidence, là, sur la droite de la photo. Donc voilà, vous déplacez l'œuvre, vous la mettez sur un banc et vous êtes content comme ça. Martha a créé dans le bas des Champs-Élysées un patio sculpté de 400 mètres carrés, ce qui doit à la fois être l'une des œuvres d'art les plus accessibles de Paris, l'une des plus grandes disponibles dans la capitale. Mais c'est aussi une œuvre emblématique de sa démarche, à la fois de sa démarche de sculpteur, mais en même temps de sa démarche de croisement des disciplines. En bas de l'avenue des Champs-Élysées, nous sommes quasiment au rond-point des Champs-Élysées, dans une galerie commerciale qui traverse un des Champs-Élysées à la rue de Ponthieu. On lui donne l'opportunité d'aménager un patio de 400 mètres carrés. Elle va concevoir ce patio comme un îlot de calme dans ce quartier agité. Donc elle va travailler sur la présence de l'eau, elle va travailler sur la présence de la lumière, et elle va travailler sur la présence du son. Vous avez là une photo donc prise fin de journée, début de soirée, puisque la galerie commerciale ferme à 22h. Donc vous voyez à la fois des jets d'eau et un travail sur la lumière. Je reviendrai sur le son après. Voilà un autre aspect de la sculpture, donc qui se compose d'un grand mur courbe et d'éléments sculptés qui sont posés au sol. Le mur d'eau est à débit d'eau variable, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fois à faire varier, en travaillant avec des fontainiers, l'épaisseur de la lame d'eau qui descend, et puis aussi le sens de descente de l'eau. C'est-à-dire que vous avez une vraie féerie de l'utilisation de l'eau dans ce mur. Et puis elle contrarie cette descente de l'eau par des jets d'eau, donc vous voyez, qui viennent à la rencontre de l'eau qui descend, ou qui viennent rajouter des premiers plans devant le mur. Voilà deux jours. Et puis, je parlais de croisement de disciplines, donc elle va y associer une partition de Boulez et deux partitions de Ligeti. Donc, vous avez l'eau, la lumière, à travers tout un jeu donc synchronisé par les débuts de l'électronique, et puis la musique qui est diffusée. Voilà la chose telle qu'elle se présente aujourd'hui. Naturellement, plus d'eau, plus de dispositifs lumineux, et une chose dont on sent très bien qu'elle est là comme ça, laissée à l'abandon. Elle est à l'abandon parce qu'elle est en sursis, et elle est en sursis extrêmement temporaire. Nous sommes un jour convoqués, la Fondation reçoit un mot d'un avocat disant « Écoutez, voilà, j'ai un client qui n'est pas moins que l'État du Qatar, qui est propriétaire de l'ensemble immobilier dit du 26 Champs-Élysées, et mon client va raser la sculpture de Martha Pan. Et il nous demande notre avis en tant qu'ayant droit. Vous vous doutez de notre avis. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la façon dont on vous reçoit, c'est-à-dire qu'on vous dit, la main sur le cœur, les artistes, c'est notre raison d'être. Que serait ce monde sans les artistes? Comment pourrait-on vivre sans eux? Nous les adorons, voilà, etc. Mais alors là, pas de chance. Il va falloir raser cette sculpture parce que finalement, mais on vous le dit comme ça, parce que finalement, cette sculpture, c'est 400 mètres carrés de terrain, c'est le seul endroit où on peut construire. Donc dans le projet de rénovation du promoteur, il y a non seulement, si vous voulez, la rénovation des immeubles de bureaux et de logements qui composent l'opération immobilière, mais il y a naturellement, compte tenu de la valeur d'un mètre carré sur les Champs-Élysées, l'idée de se dire que si on enlève la sculpture, on bénéficie de 400 mètres carrés, multiplié par 5 niveaux, c'est-à-dire 2000 mètres carrés, constructibles. Donc, comme vous savez qu'un mètre carré sur les Champs-Élysées, c'est entre 30 000 et 40 000 euros un prix de vente, vous voyez l'opération financière que vous faites en détruisant une œuvre. Voilà.
Et quand vous allez en justice, ce qui est le cas, hein, puisque nous avons échangé pendant un moment avec le promoteur pour tenter de trouver une solution qui ménage les intérêts des uns et des autres, donc en faisant en sorte que cette sculpture soit maintenue, soit conservée, mais remise en fonctionnement, puisqu'elle a toute une série d'attraits qui sont totalement convergentes avec nos préoccupations sociétales actuelles, il n'est pas sûr que le juge vous donne raison. C'est-à-dire que quand je parlais d'intangibilité de l'œuvre, le droit français le reconnaît, le pose, mais le juge, pas forcément. Voilà. Donc il y a des distorsions comme ça qui font que les relations de l'art à l'espace public, à la société, à leurs propriétaires, aux tailleurs, etc., ne sont pas simples. Donc j'avais fait un petit noir pour vous dire, effectivement, voilà, le 26 Champs-Élysées, ça peut très très rapidement devenir ça si personne ne se mobilise et si personne n'agit. On est donc aux antipodes, hein, je vous ai proposé une vue d'entrée de la villa de Sarrébie, donc du lieu d'habitation de Martha Pan et d'André Vagancy tel qu'il se présente aujourd'hui, dans une relation forte, alors là, des sculptures à l'architecture. Un bassin de présentation de sculptures flottantes avec une autre sculpture de Martha Pan toujours dans le parc. Voilà. Martha a dit, dans le parc de Saint-Rémy, a disposé 18 sculptures monumentales, donc, par exemple le cercle et carré, celle-ci. Elle a aussi, ça c'est le travail magnifique des sculpteurs, c'est fait des interventions à l'intérieur, elle a créé la cheminée. Et puis pour faire une relation un peu amusante avec l'intervention de Sarah, André Vagancy a toujours expliqué que le dessin de la maison de Saint-Rémy, donc le dessin de leur maison d'habitation, est parti de la cuisine. Donc il avait mis la cuisine au centre de la maison et créé une spirale qui monte jusqu'au toit terrasse et qu'il a organisé toute la maison autour de ça. Mais à qui a-t-il confié le dessin de la cuisine? À Martha Pan, sa deuxième épouse. Voilà. La cuisine comme lien finalement à travers les différents mariages, les différents épisodes de leur vie. Vous avez donc tout à fait en fond d'image des études de maquettes de Martha Pan, petite sculpture en marbre inspirée de la sculpture 110 que je vous ai présentée pour le quai. Tout un travail donc, de ses débuts où elle a commencé par travailler le bois, travailler des bois durs, auxquels, donc, vous voyez, ce sont des sculptures qui sont très souvent en 2 éléments. Et dès la fin des années 50, elle introduit le mouvement dans ces sculptures, c'est-à-dire que là, le plateau supérieur, il faut que vous imaginiez qu'il est à la fois tournant et oscillant. Donc il y a tout un calcul mathématique qui est fait, et à la fois une maîtrise des matériaux qui permet à la sculpture de se composer, de se recomposer comme ça sur elle-même. J'ai présenté cette sculpture-là aussi parce que je vais lundi à Nantes, au Musée des Beaux-Arts, qui possède un des 6 exemplaires de cette sculpture, et qui, dans le cadre d'une initiative prise par des musées français et américains et français, a décidé de mettre à disposition de publics malvoyants ou non-voyants 20 sculptures qui représentent l'histoire mondiale de la sculpture. Donc ils ont choisi, dans le grand catalogue de l'histoire de la sculpture, 20 œuvres. Et la partie contemporaine, donc moderne, a été confiée à Martha Pan. Donc nous avons fait, avec le musée, donc la fondation, une copie de cette sculpture, de façon à ce que les gens puissent, le public aveugle, puisse la toucher et la découvrir vraiment de façon tactile. Voilà, juste, je finis là-dessus. Je sais que j'ai été long. Ce qui a fait la célébrité de Martha Pan, c'est aussi cette relation avec Maurice Béjart, ici une sculpture qui s'appelle le Tech, qui n'avait pas été faite par Maurice Béjart, contrairement à la deuxième qui va s'appeler Équilibre. Mais le Tech donc, va être présenté pour la première fois sur le toit de l'unité d'habitation de Marseille à l'occasion d'un festival d'art d'avant-garde avec une danseuse absolument magnifique qui s'appelait Sophie Seigneurien. Et dernière intervention que je voulais faire part, j'ai parlé de la présence des œuvres d'art dans l'espace public. Martha a inspiré aussi des formes beaucoup plus amples en matière d'architecture,
L'une des deux, c'est les plus évidentes, c'est la salle du Conseil général donc de la préfecture, qui se trouve dans la préfecture de Haute-Seine à Nanterre, qui vient d'être inscrite à l'inventaire des monuments historiques, pour laquelle André Boganski a pris comme modèle un élément d'un puzzle sculpté de Martha Pan et lui a donné la taille d'un édifice. Et puis ici, donc la collaboration sur la salle de l'état-major. Donc vous avez une salle de conférence dans ce grand œuf blond qui est à Beyrouth. Voilà. Je m'arrêterai là, je m'excuse d'avoir été un peu long. L'actualité d'une fondation, c'est riche et c'est foisonnant, mais je tenais à quand même vous faire partager ces deux points qui me semblent fondamentaux: documenter et surveiller. Toute œuvre d'art dans le domaine public a droit à la reconnaissance publique. Or, cette reconnaissance est loin d'être acquise. Voilà, je vous remercie. Moi, j'avais peut-être une question assez rapide pour savoir si elle pouvait vous en dire un petit peu plus sur le travail qu'avait fait Simone Galpin sur l'homme et l'architecture. Vous êtes passé un peu vite là-dessus, mais sa présence était constante. Vous pourriez me donner quelques éléments complémentaires sur cette... Sa présence a été constante, puisque on l'a vu avec le brouillon, elle a vraiment développé avec André Boganski les réflexions en amont de la revue. Et un autre élément qui est important et qui montre peut-être son importance à l'existence de la revue, c'est que donc, la revue s'arrête en 1947 faute de moyens financiers. Et André Boganski et Simone Galpin tentent une réédition en Italie. Et donc beaucoup de courriers échangés de 1947 à 1950 sur une possible réédition de la revue. Et en fait, le divorce, déjà leur séparation en 1949 et le divorce en 1951 marquent aussi la fin de cette démarche d'une seconde publication de la revue à l'étranger. Donc une fois qu'ils se séparent, en fait, il n'y a plus aucun essai de continuer et de poursuivre la publication, ce qui montre que vraiment il la tenait à deux. Voilà un élément qui pourrait confirmer encore que c'était une revue à deux voix. Je me permets de rajouter pour aller dans le sens de ce que vient de dire Sarah. Quand la revue paraît, Boganski est un homme encore relativement libre dans son emploi du temps. Ils sont suroccupés avec le Corbusier, donc quand même un peu de temps. Et très vite, le temps va manquer quand même. Donc il y a aussi cette dimension qui fait que dans la vie quotidienne d'un architecte, entre suivre les chantiers, faire les projets, faire les descriptifs, veiller aux clients, faire en plus une revue, un certain nombre encore aujourd'hui le vivent, c'est parfois pas très facile. Donc quand en plus ça se complique avec des problèmes relationnels, des problèmes de couple en l'occurrence, ça devient effectivement franchement difficile. Toujours pas de questions? Moi, je voulais savoir, vous avez dit, les femmes architectes ont révolutionné l'architecture, et je voulais savoir, vous le mettre dans des exemples concrets. Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez dit les femmes ont révolutionné l'architecture? Est-ce que vous voudrez des exemples concrets? Il y a peut-être aussi des réponses dans la salle. Alors, Anne-Marie vous a expliqué que dans le montage de la revue, la difficulté avait été qu'on avait des éléments assez disparates, on va dire, et on n'avait pas encore les moyens d'avoir un fil conducteur suffisamment approfondi pour pouvoir aller plus loin. Je veux dire que ce qui a été dit dans ce numéro, mais on continue à réfléchir sur cette question et on espère que, comme on le fait quelquefois dans les achats, il y aura dans quelques années un numéro 2 qui nous permettra justement d'approfondir un certain nombre de questions qui ont été posées et qu'on a juste essayé de poser dans
Peut-être je peux compléter. Je ne sais pas, enfin, je ne pense pas que cette phrase ait été prononcée, mais peut-être elle m'a échappé. En tout cas, pour ce qui nous concerne, pour ce qui est de ce projet, comme je pense pour les deux communications qui ont été faites, la question n'est pas du tout là. La question est de savoir ce qu'ont fait les femmes dans l'architecture. Pour l'instant, personne n'a affirmé qu'elles ont révolutionné quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est une question que je poserai aussi au genre masculin. Je ne pense pas que l'architecture ait fait l'objet de révolution. Je pense qu'elle fait partie plutôt d'objet d'évolution que de révolution. Mais pour l'instant, nous aimerions savoir ce qu'ont fait les femmes avec l'architecture. Je pense que c'est l'essentiel de la question qu'on pose aujourd'hui. Oui, je me permets d'insister là-dessus. C'est qu'effectivement, le but, c'était comme on l'a dit tout à l'heure, de les réintroduire véritablement dans le monde de l'architecture. Dans cette histoire-là, la question n'est pas de savoir si elle a été meilleure ou pire, c'est pas du tout ça. La question, c'est de leur donner leur juste place, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres... Juste une observation. Il y a eu à Nantes une architecte pionnière qui était Victoire Durand-Gastin. On sait strictement rien sur elle, très peu de choses, mais rassurez-vous, on ne sait rien ou si peu de choses sur les hommes qui exerçaient à ce moment-là. Donc, dans l'immense inculture, j'allais dire, le peu de connaissances que nous avons de façon transverse, complète sur l'histoire de l'architecture, voilà. J'allais dire que les femmes sont souvent à égalité de mauvais traitement avec les hommes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ah ben tant mieux. C'est pire. Écoutez, moi, mon point de vue d'historien, c'est je constate tous les jours, pour être à la fois pour suivre l'actualité et croiser de nombreuses femmes aujourd'hui à l'œuvre, et de regarder ce qu'a été le paysage du XXe siècle. Je trouve qu'en connaissance d'architecture du XXe siècle, nous sommes pauvres, en dehors de la connaissance ou de l'hyper-connaissance ou de l'hypertrophie de la connaissance communicative sur un certain nombre de figures emblématiques, mais les acteurs qui ont réellement fait le tissu construit dans lequel nous vivons, nous les connaissons très très peu. Voilà. Et il se trouve... On connaît bien ce tissu. Je dis simplement que je ne suis pas d'accord avec vous sur la question de la visibilité des femmes et des hommes. Ah oui, mon propos n'était pas ça, c'était simplement de vous dire que voilà, en matière de connaissances, culturelles ou scientifiques, match nul. Voilà, je rebondirai juste parce que vous avez cité le nom de Victor Durand-Gastin. Oui. Il y a des archives, donc à qui veut, voilà. Ça défie la biographie, ça serait une chose qui apporterait un point supplémentaire à la connaissance de parcours de femmes, parce que là, tout y est pour le faire.